Parlons un petit peu de régulation de l'activité des enzymes. Si l'on part d'un constat simple qui consiste à dire que toutes les enzymes ne peuvent pas fonctionner en même temps dans une cellule, les enzymes ne fonctionnent qu'en fonction d'un besoin cellulaire, donc il faut que les enzymes soient régulées. Et cette régulation ne peut simplement être expliquée par des inhibiteurs de type compétitif, non compétitif ou incompétitif, comme nous l'avons vu, mais il doit exister d'autres moyens de régulation. Alors on peut distinguer en gros 5 types de régulation. L'une qui est simple, on peut considérer que finalement, d'une certaine manière, l'évolution de l'activité en fonction de la concentration pour une enzyme michaélienne, c'est une sorte de régulation. Plus la concentration sera élevée, plus l'activité sera forte. Bon. La deuxième régulation citée, c'est la régulation par modification covalente de la structure enzymatique. Cette modification peut être permanente ou elle peut être réversible. Ensuite, vous avez la régulation de type allostérique, où il y a une régulation selon la nature des effecteurs. Bon. Quatrièmement, il y a la régulation associée à la notion d'isoenzyme, dont on ne parlera pas davantage. Et enfin, il y a la régulation par modification du taux de synthèse des enzymes. Autrement dit, c'est jouer sur la disponibilité de ces enzymes, c'est-à-dire leur dégradation ou éventuellement leur synthèse. Alors nous étudierons finalement 3 grands axes dans notre exposé. Ça sera la régulation par modification covalente. On redira un mot sur les enzymes allostériques et on parlera un petit peu des modifications du taux de synthèse des enzymes. Alors la régulation de l'activité enzymatique par modification covalente, comme je vous l'ai dit, peut être réversible ou peut être irréversible. Alors pour les modifications covalentes réversibles, ce sont des modifications qui sont associées au transfert de groupements chimiques. Il existe des systèmes de modification par phosphorylation-déphosphorylation, des systèmes de méthylation-déméthylation, voire même des systèmes d'acétylation et de désacétylation. Alors le système de phosphorylation-déphosphorylation est de loin le plus fréquent dans la régulation des activités enzymatiques. Alors cette phosphorylation permet donc soit d'activer temporairement l'enzyme, soit de l'inhiber temporairement. La phosphorylation se produit le plus souvent sur une sérine ou une thréonine, et on peut avoir des cas particuliers de phosphorylation sur des résidus tyrosine qui met en jeu donc des enzymes particulières. Cette phosphorylation met en jeu lorsqu'il y a une kinase de l'ATP, et la déphosphorylation met en jeu une phosphatase. Kinase comme phosphatase vont en réalité répondre à un signal extracellulaire pour pouvoir réguler l'activité de l'enzyme en fonction du besoin cellulaire dans son environnement. Alors l'exemple nu, c'est l'exemple de la glycogène phosphorylase et de la glycogène synthase. Dans le cas de la glycogène phosphorylase, c'est une enzyme qui catalyse la dégradation du glycogène. Eh bien la glycogène phosphorylase, lorsqu'elle est phosphorylée, elle sera sous sa forme active. Par contre, lorsqu'elle sera sous sa forme déphosphorylée, eh bien elle sera sous une forme inactive. Quant à la glycogène synthase, qui est finalement l'enzyme antagoniste de la glycogène phosphorylase, puisque cette enzyme va catalyser la fabrication du glycogène. Eh bien, cette glycogène synthase, lorsqu'elle est phosphorylée, eh bien, elle sera inactive. Et lorsqu'elle sera sous la forme déphosphorylée, eh bien, elle sera sous sa forme active. Donc, en fait, c'est l'exemple le mieux connu pour la régulation, pour illustrer finalement la régulation par phosphorylation, déphosphorylation. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, on est, imaginons, au niveau d'une membrane cellulaire. Alors, le cas que nous allons illustrer se présente soit dans le foie, soit dans le muscle.
Alors ici, on parle d'adrénaline, donc il s'agira de ce qui va se passer dans le muscle squelettique. Si l'adrénaline se fixe sur un récepteur membranaire, il va activer une enzyme qui s'appelle l'adénylate cyclase. Cette adénylate cyclase a pour fonction de convertir l'ATP en AMP cyclique, qui est un second messager intracellulaire. Et cet AMP cyclique va activer une protéine qu'on appelle la protéine kinase A. Cette protéine kinase A, il s'agit d'une kinase, et donc elle a pour fonction de phosphoryler des enzymes cibles. Elle va phosphoryler la glycogène phosphorylase kinase en glycogène phosphorylase kinase phosphorylée, donc consommation d'ATP. Et cette glycogène phosphorylase kinase phosphorylée est devenue activée. Et elle va phosphoryler, comme son nom l'indique, la glycogène phosphorylase. Donc cette glycogène phosphorylase, nous l'avons vu tout à l'heure, sous la forme phosphorylée, elle va devenir active et donc elle va entraîner une dégradation du glycogène. Alors on comprend bien que parallèlement à ça, si la glycogène phosphorylase est devenue active, il faut inactiver la glycogène synthase, qui est l'enzyme antagoniste. Alors c'est le rôle de la protéine kinase A qui, elle, ne fait aucune distinction et elle va entraîner une phosphorylation également, cette fois-ci directement de la glycogène synthase, en glycogène synthase phosphorylée, donc consommation d'ATP de nouveau. Et cette glycogène synthase phosphorylée, eh bien, va devenir inactive. Donc elle ne pourra pas catalyser la formation de glycogène. Donc en présence d'adrénaline dans le muscle, eh bien, il va y avoir une cascade d'informations qui va entraîner finalement la dégradation du glycogène dans le muscle. Alors dans le foie, c'est exactement la même chose, sauf que ça ne sera pas sous l'effet de l'adrénaline, mais ce sera sous l'effet du glucagon. Voilà donc un petit peu le fonctionnement de mécanismes de phosphorylation-déphosphorylation pour l'activation des enzymes.